Une vie, une œuvre. Merci d'être avec nous pour une émission consacrée aujourd'hui à l'écrivain Raymond Roussel, 1877-1933. C'est l'histoire d'un poète aux allures mondaines et extravagantes qui se fit construire une maison roulotte de haut luxe, une sorte de camping-car avec robinetterie en or, salon et dortoir pour les domestiques, un dandy en somme, tombé très jeune malade de ne pas devenir célèbre. À 20 ans en effet, voyant que son livre « La doublure » demeurait incompris, il se mit dans un tel état de nerfs qu'il en développa une maladie de la peau, première d'une longue série de troubles psychiques. Il faut dire que l'écriture de Roussel a dérouté le public, même s'il fut admiré des cercles surréalistes. Cette écriture, presque sans aucun style pour certains de ses livres, était basée sur ce qu'il avait appelé le procédé, c'est-à-dire le fait de partir de deux mots ayant la même prononciation mais des sens différents, et de les relier par un récit tout en digression et en parenthèse. À l'occasion de l'exposition Nouvelles impressions de Raymond Roussel qui se tient au Palais de Tokyo à Paris jusqu'au 20 mai, voici la déambulation dans un monde roussélien de Françoise Estèbe et Jean-Claude Loiseau. Roussel adorait les spectacles, les féeries, les illusions, les petites comédies, les papiers dorés, les fêtes de carton. Michel Foucault. Non pas à vrai dire ces réjouissances foraines, ces clowns tristes et asexués qui fascinaient à son époque Max Jacob ou Picasso, mais des fêtes plus concertées, plus horlogères, plus inquiétantes. Presque toutes les œuvres de Roussel sont des fêtes silencieuses comme des cauchemars ou des parcs, des fêtes naïves et obstinément meurtrières. Prenons donc l'œuvre de Roussel comme un de ces jardins étranges et piégés, tels qu'on en composait au XVIe et au XVIIe siècle, jardin où la nature s'imite elle-même, où elle est toute entrelacée d'artifices, minée d'épouvantes calmes, de figures inoffensives et terrifiantes, de trompe-l'œil et de trompe-l'ouïe, de choses vraies qui font semblant d'être de faux semblants, de statues mobiles, d'animaux pétrifiés. Une des difficultés qui a été la mienne, d'abord en prenant contact avec les textes de Roussel, puisque j'allais à la Bibliothèque nationale au manuscrit chaque jour pour découvrir ça. Et c'était quand même un moment extrêmement merveilleux. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que au bout de 2-3 heures, je tenais pas. Je tenais pas physiquement parce que j'avais l'impression d'étouffement. C'était comme si j'étais dans un milieu, je manquais d'air, vraiment. Annie Lebrun. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, c'est parce que j'ai pénétré dans un monde où tout est en équilibre instable, comme Roussel, et que les formes, la forme pour lui de trouver la forme, aussi bien que la forme que lui doit lui donner, sa pratique du dandysme, que le procédé, la rime même, c'est quelque chose qui permet d'éviter le déséquilibre. Et c'est comme si on pénétrait dans une construction de verre filé, et du coup, moi aussi j'étais obligée de me tenir à carreau, si je puis dire. Il fallait pas que je fasse un mouvement de trop, sans ça tout s'écroule. De ce fait, j'ai l'impression que beaucoup d'interprétations de Roussel ont été faites parce qu'on n'a pas vu la fragilité du matériau. Il faut faire très attention pour pas aplatir cette chose, qui est quand même de l'ordre du merveilleux. Mais c'est pas un peu une course vers l'abîme ou vers le néant ? C'est complètement une course vers l'abîme. Il fallait avoir bouche cousue tout le temps. Il ne fallait pas faire de bruit. Parce que monsieur, André Guillot, quand il revenait est cuisinier. des boulevards ou du théâtre, je n'en sais rien, il était minuit généralement. Et il écrivait toute la nuit. Il écrivait jusqu'à 6h ou 6h30 du matin. Il dormait jusqu'à 11h. Alors, il fallait faire aucun bruit. Et personne ne parlait. Et ça vous semble extraordinaire, surtout lorsque vous avez travaillé ailleurs, de voir que c'est un peu le château de la Belle au bois dormant. Je ne connais pas Roussel, je vous demande qui est Raymond Roussel. C'est un raconteur d'histoires fantastique, surprenant, dérangeant parfois, et très énigmatique. Pourquoi dérangeant, Patrick Beignet ? Parce qu'il nous entraîne dans des zones un peu incontrôlées. Dans Locus Solus, il y a cette bande de brigands qui dansent sur le corps d'une petite fille, et qui dansent
pas n'importe quoi. Il danse une danse de salon, tout à fait élégante et guillerette. C'est une mise à mort assez inattendue. Et c'est dérangeant parce qu'il y a la conjonction de l'horreur, de la mise à mort de ce bébé, et d'une réalité, la danse de salon, qui est en principe exécutée entre gens élégants du meilleur monde. La superposition des deux crée une sorte de déflagration insupportable. Michel Léris partage avec Desnos le souci d'intervenir, d'opérer sur la matière même du langage, en obligeant les mots à livrer leur vie secrète. André Breton. Leur maître reconnu et le nôtre est naturellement Raymond Roussel. Des appels réitérés à la collaboration de ce dernier restent, à notre grande déception, sans écho. Nous comprendrons de mieux en mieux que Roussel est engagé dans une œuvre tout individuelle qui ne supporte aucune échappée sur l'extérieur. Est-ce que l'engouement des surréalistes pour Roussel ne repose pas sur un malentendu ? On a voulu lier Roussel au surréalisme, mais il n'a rien à voir avec l'écriture automatique, par exemple. Pas que nous sachions, non. Il y a une phrase de lui qui est très claire là-dessus. On dit que je suis dadaïste, je ne sais même pas ce qu'est le dadaïsme. Bon, peut-être il y a un peu de roublardise dans cette phrase, mais on sait que par le biais de Michel Léris, il a été introduit. Il a rencontré certains peintres ou certains écrivains, mais effectivement, lui-même ne prétendait pas du tout être lié à ce mouvement. La littérature, c'est un moyen de plus simple Salvador Dali. de créer des reportages, des faux reportages cybernétiques. C'est-à-dire, les cerveaux des écrivains n'étant pas encore des cerveaux cybernétiques, c'est une substitution de cerveaux sublimes que uniquement le plus grand des écrivains français, Raymond Roussel, avait prévu. Je me suis toujours proposé d'expliquer de quelle façon j'avais écrit certains de mes livres. Impression d'Afrique, Locus Solus, L'étoile au front et La poussière de soleil. Il s'agit d'un procédé très spécial. Et ce procédé, il me semble qu'il est de mon devoir de le révéler, car j'ai l'impression que des écrivains de l'avenir pourraient peut-être l'exploiter avec fruit. Vous représentez la nouvelle génération de Rousseliens, Christelle Reggiani. Alors, comment de jeunes lecteurs ou de nouveaux lecteurs abordent-ils l'œuvre de Roussel aujourd'hui ? Mais je l'ai abordé, je pense que comme la plupart des gens de mon âge, par l'intermédiaire de grands passeurs et notamment du livre de Foucault, donc qui est paru en 63, l'année en fait où a commencé la réédition des œuvres complètes chez Pauvert. Et puis il y a les écrits des nouveaux romanciers aussi, Robbe-Grillet, Butor, et donc moi je suis rentrée dans Roussel par là. Donc c'était le procédé, à ce moment-là, le fameux procédé rousselien qui était mis en avant, et vous n'avez pas eu le sentiment que c'était peut-être un peu réducteur, que Roussel dépassait ce procédé de langage ? Au début, non. Moi, j'étais étudiante en lettres et cette manière-là d'écrire de la littérature, je trouvais ça tout à fait fascinant. Mais ce que vous décrivez là, en fait, c'est l'évolution de la critique rousselienne qui, à cette époque, était très, très centrée quand même sur le procédé. Il y avait vraiment un modèle linguistique qui régnait dans les sciences humaines de façon assez générale. Et puis maintenant, on s'intéresse beaucoup plus aux fictions comme telles et on essaie de lire Roussel, enfin, sans le procédé ou sans passer forcément par ce procédé, parce qu'il y a un imaginaire qui est extraordinaire aussi. Il est très difficile, par exemple, on dit que Roussel est resté un peu dans la lignée de l'esthétisme du 19e siècle. En même temps, certains y voient un artiste d'avant-garde. On a pu y voir la personne qui a pu susciter le nouveau roman. Alors que dire ? Comment lire Roussel ? Il est d'une indépendance absolue, je dirais. Il nous dit qu'il a des maîtres à écrire, par exemple, qui sont Pierre Loti, Jules Verne, mais ce qu'il produit n'a, il faut le reconnaître, guère de rapport avec les romans de Jules Verne, de Pierre Loti, ou le théâtre. Pour lui, l'idéal au théâtre, c'était de Montrostand. Son théâtre a peu de rapport avec ça. Mais je crois que c'est un homme absolu. Donc, il va jusqu'au bout de ses idées dans une liberté complète. Donc, les
critères habituels de l'esthétique ne fonctionnent pas. Il a Pierre Bazantet reformulé un petit peu son époque de façon cryptée, si l'on veut, donc au moment où se recompose en quelque sorte le paysage littéraire. À sa façon singulière, en franc-tireur en quelque sorte, Roussel va entrer dans cette problématique de la recomposition du paysage littéraire français. D'ailleurs, les surréalistes, peut-être pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais vont rapidement considérer que l'œuvre de Roussel est une œuvre importante. Peut-être pour des raisons, je disais de mauvaises raisons, les raisons du scandale lié à ces pièces de théâtre, mais aussi parce qu'il y a un imaginaire nouveau, il y a la production d'un imaginaire inattendu qui dépasse de loin ce qu'on avait pu lire jusque-là. Il a perçu quelque chose qui serait sous la forme d'une énergie contenue dans l'écriture poétique, dans le vers rimé, à un moment précis où justement il y a en France, vers la fin du siècle, il y a un débat très fort sur la question du vers libre. Et Roussel a choisi son camp, en quelque sorte, en essayant de régénérer, me semble-t-il, le vers classique, l'alexandrin. Mais qu'il détruit. Et qu'il, je dirais plutôt selon la formule de Mallarmé, qu'il va creuser pour tenter de voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour tenter de réduire la distance qui existe entre les mots qui riment et qui sont là uniquement pour des raisons phonétiques. Mais le vers, à ce moment-là, se rapproche de la prose. Et à ce moment-là, le vers va se rapprocher de la prose, c'est-à-dire que Roussel va tenter une expérience assez inédite, me semble-t-il, de dépasser la frontière qui existe entre le vers et la prose. Quelquefois, un reflet momentané s'allume dans la vue enchâssée au fond du porte-plume contre lequel mon œil bien ouvert est collé à très peu de distance, à peine reculé. La vue est mise dans une boule de verre, petite et cependant visible, qui s'enserre dans le haut, presque au bout du porte-plume blanc où l'encre rouge a fait des taches, comme en sang. La vue est une très fine photographie, imperceptible sans doute, si l'on se fie à la grosseur de son verre dont le morceau est dépoli sur un des côtés, au verso. Mais tout enfle quand l'œil plus curieux s'approche suffisamment pour qu'un cil, par moment, s'accroche. Vous avez été essentiel pour la connaissance de l'œuvre de Raymond Roussel, Jean-Jacques Pauvert. Alors, Roussel était édité à compte d'auteur par les éditions Alphonse Lemaire. Oui. Et en 1963, vous avez pris la décision de rééditer l'œuvre de Raymond Roussel. Alors, sur le plan financier, c'était véritablement un défi. Exactement. D'autant plus que, évidemment, j'avais affaire à ce moment-là, ayant éliminé les éditions Lemaire, j'ai eu affaire au duc de Tschingen, qui était l'héritier de Roussel. Oui. Et alors, quel était le point de vue du duc sur l'œuvre de son ancêtre? Bon, il considérait que l'œuvre de Roussel n'était pas tout à fait, ne correspondait pas exactement aux critères littéraires, mais du moment que quelqu'un s'y intéressait, il était tout à fait d'accord pour négocier. Quelle a été la répercussion de cette réédition? Ah bien, sur le plan public, si vous voulez, aucune. Vous avez été déçu? Non. Non, vous savez, Roussel était absolument invendable. Mais alors, qu'a apporté Roussel à votre panthéon littéraire, Jean-Jacques Pauvert? Ah ben, je l'ai fait exister, tout simplement. Au Palais de Tokyo à Paris, au sein de l'exposition Soleil froid, consacrée à Raymond Roussel.
dans cette première salle où vous exposez des archives, François Piron, il y a un carton d'invitation. Monsieur Raymond Roussel sera chez lui le à X heures. On fera de la musique devant le numéro 30 de l'avenue de l'Opéra. Alors ça, c'est en effet, c'est toute une classe sociale. C'est toute une classe sociale. La famille de Roussel est caractéristique de la grande bourgeoisie de la fin du 19e, de la Troisième République. C'est une des premières fortunes boursières. Ça, c'est aussi notable. C'est une fortune qui arrive comme un gros lot, qui tombe sur la famille. Le père de Roussel fait fortune vraiment en quelques années. Et Roussel, lui, est un héritier. À la mort de son père, Roussel est détenteur, il est milliardaire, il est détenteur d'une fortune considérable qu'il va s'employer à dépenser véritablement sans compter. À la fois, c'est ce qui lui permet de consacrer l'intégralité de sa vie et de son énergie à l'écriture, avec une extrême concentration, puis au théâtre, avec des mises en scène incroyablement luxueuses. Véritablement, rien n'est trop beau. Le théâtre de Roussel, il est surtout inspiré des grandes féeries, celle de Jules Verne notamment. Dans une autre salle, on verra une grande affiche du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, tel qu'il était joué au Châtelet. C'est des décors somptueux, c'est des dizaines d'acteurs, de figurants, des machines sur scène. Et Roussel prend toujours les plus grands acteurs du moment qu'il n'hésite pas à payer double ou triple pour être bien sûr qu'ils vont accepter sa proposition. Roussel a totalement construit son personnage, François Piron. C'est quelqu'un qui divulgue très peu de sa vie intérieure. Il ne donne quasiment aucune information sur sa vie quotidienne. De ses voyages, ce ne sont souvent que des banalités qui ressortent. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien se cacher et qui sait très bien effectivement construire un personnage. Il n'y a guère que, par exemple, quand sur le terrain des livres, là tout à coup il se révèle et s'enflamme au père de Michel Léris qui lui demandait de lui emprunter des Jules Verne. Là, il répond de manière extrêmement enflammée en disant « Demandez-moi ma vie, mais ne me demandez pas un Jules Verne ». Et ne prononcez même pas son nom, car il est le plus grand génie littéraire de tous les temps. Le père de Roussel est mort en buvant du champagne glacé. C'est une mort assez festive. Oui, mais François Karadec dira mais un certain nombre de verres de cognac l'avaient précédé. Donc c'est une mort un peu de dandy aussi, ou de grand bourgeois, dont on a maintenant l'image qui nous est parvenue grâce à un certain nombre de documents photographiques. On voit ces bourgeois dans leur jardin de Neuilly boire du champagne à toute heure de la journée, quoi. Je pense qu'il serait, à l'heure actuelle, difficile qu'un monsieur puisse faire travailler 3 cuisiniers pour lui tout seul et ne jamais avoir d'invité. Son unique repas était donc ce que nous appelions à l'époque le dîner. C'était le repas du midi qui commençait à 12h30 et qui finissait à 17h30. Alors toujours le repas rituel, d'abord des fruits de sa propriété des Alpes-Maritimes, puisqu'il avait 3 Rolls. Alors 2 étaient sur la route, une descendait, l'autre montait pour lui ramener ses fruits, et la 3e, il l'utilisait dans Paris. Donc 3 Rolls, 3 chauffeurs. Il y avait aussi 3 jardiniers, puis 3 cuisiniers, 1 maître d'hôtel, 1 valet de chambre, 2 valets de pied, une lingère et une gouvernante. Voilà tout le personnel de la maison de M. Raymond Roussel. Frondet a été étonné d'arriver et de ne pas avoir une entrée, un plat, un dessert, mais d'avoir 18 ou 20 plats qui arrivaient, qui se succédaient. François Karadec. D'autre part, je pense que Guillot dit également la vérité quand il dit que tous les menus du déjeuner jusqu'au souper étaient pris à la suite sans interruption et que lui était libre à 5h de l'après-midi. Roussel était un peu du même milieu que Proust, une très grande bourgeoisie qui avait du coup aussi cette fascination pour la noblesse, le snobisme donc qui va avec, mais en
en se construisant dans tout cela une sorte de bulle intérieure. Vous savez, dans comment j'ai écrit certains de mes livres, il fait la liste de ses voyages. Et pour un homme de son temps, il a vraiment beaucoup voyagé. Il a été en Inde, au Japon, à Tahiti. Mais qu'a-t-il vu ? Alors, il a vu des choses, mais il dit, je n'en ai jamais rien tiré dans mes livres. Et il ajoute, ça montre bien que chez moi, l'imagination est tout. Et de même, il allait tout le temps au spectacle. Quand il se met à écrire du théâtre, c'est injouable. Et c'est à 1000 lieues des opérettes qu'il allait voir au Châtelet. Donc il y a une manière, oui, de se construire une bulle intérieure, un petit peu analogue à la chambre de liège de Proust, finalement. Pendant plusieurs années, Pierre Janet a soigné Roussel et, sous le nom de Martial, a relaté son cas dans l'angoisse à l'extase. Observation sans profondeur aucune. Un pauvre petit malade devait dire un jour Janet à Léris en parlant de Roussel. Mais qui révèle un Roussel insoupçonnable. Un Roussel illuminé de l'intérieur, certain de son génie, comme possesseur d'un soleil éblouissant qui rend plus souveraine, plus glaçante aussi, sa réserve quotidienne. Martial, jeune homme névropathe, timide, scrupuleux, facilement déprimé, a présenté à l'âge de 19 ans, pendant 5 ou 6 mois, un état mental qu'il juge lui-même extraordinaire. S'intéressant à la littérature qu'il préférait à des études poursuivies jusque-là, il avait entrepris d'écrire un grand ouvrage en vers et voulait le terminer avant d'avoir atteint l'âge de 20 ans. Comme ce poème devait comprendre plusieurs milliers de vers, il travaillait assidûment, presque sans arrêt, le jour et la nuit, et n'éprouvait aucun sentiment de fatigue. Il se sentit envahir peu à peu par un étrange enthousiasme. La doublure, c'est son premier roman, écrit, dit-il, dans une grande euphorie, voire un enthousiasme digne de celui de Descartes, puisqu'il éprouve, dit-il, une sensation de gloire absolue au moment où il écrit cette doublure et ressent physiquement cette gloire en disant je crains que des rayons de lumière partent de ma plume et illuminent le monde. Donc je suis obligé de fermer les volets pour éviter que la foule s'abatte sur la maison. Donc c'est une expérience extrêmement décisive, suivie très rapidement d'un grand choc, puisqu'au moment où le volume paraît au mois de juin 1897, il se dira précipité du haut d'un sommet de gloire, et il va connaître à partir de là une sorte de déception qui ira jusqu'à la fin de son existence. Un gendarme, dont la tête en carton qu'on voit rire très fort a le cou tout roidi, fait faire sans effort du bras des moulinets rapides à la fausse lame terne de son grand sabre. Avec sa grosse moustache et son gros nez, on l'a fait le plus laid possible. De la main gauche, par le collet, il soulève tout flasque une espèce d'Alphonse semblant tout en chiffon, dont la casquette enfonce, cachant complètement les yeux au nez, et dont les jambes et les bras, comme désossés, vont et viennent en tous sens. La figure s'affaisse en avant, le gendarme en ce moment le laisse, en abaissant le bras, toucher des pieds le sol. Du collet par lequel il le tient sort un col blanc, en linge empesé très large, dont les pointes s'arrondissent devant, hautes et très disjointes. Le gendarme relève après ce court repos son bras, puis il se tourne en tous sens. Dans le dos, allant bien, en drap bleu foncé de l'uniforme, on lit sur un fond blanc, en écriture énorme et violette, « Je soutiens un souteneur ». En passant, de son air d'intense bonne humeur, il menace en riant l'Alphonse avec son sabre. Quand Roussel écrit, il a le sentiment d'avoir eu la gloire, de connaître la gloire universelle. C'est comme si, dit-il, je ne sais pas les termes avec ça, mais c'est comme si j'avais trouvé le filon merveilleux. Quand même, prêtez attention, c'est pas n'importe quoi. Et s'il est sûr, qu'est-ce que c'est que ce filon? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Annie Lebrun. Et de quoi parle-t-on dans la doublure? Bon, il y a cette histoire d'acteurs ratés, mais ce qui est important, c'est que aussi ces deux amants qui se promènent au milieu du carnaval de Nice. Et alors, le carnaval de Nice, il faut bien voir qu'est-ce que c'était à cette époque-là. C'était une fête qui durait plusieurs jours et qui attirait des gens du monde entier, l'aristocratie,
beaucoup de gens aisés allaient passer l'hiver à Nice, et en particulier la mère de Roussel allait passer... Bon. Et donc ça veut dire que Roussel a vu enfant, a assisté. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai été voir aux archives de Nice pour voir si on avait des images de ce carnaval. Et quand on voit les images de ce carnaval, c'est extrêmement intéressant, parce que d'abord il y avait les grosses têtes, qui sont aussi des choses tout à fait impressionnantes, qui sont des têtes, c'est seulement des têtes de 2-3 mètres de haut, et qui sont habitées par des personnages. Et puis on voit les chars. Et tous ces chars, dans le fond, sont bâtis sur un jeu de mots. C'est-à-dire qu'il y a en particulier un char où on voit un colosse, un de forgeron colosse qui a une enclume. Sur l'enclume, il y a un petit bossu, et le rémouleur géant s'apprête à bien marteler le petit bossu, et le char est intitulé « Le redresseur de torse ». Et là, moi je me suis dit, ça y est, c'est le procédé. Je me suis dit que c'était ça qu'avait trouvé Roussel avec le filon merveilleux, mais aussi que tout d'un coup, Roussel voit réaliser physiquement cette irréalité qui est celle qu'il trouve dans le langage. Le procédé évolua et je fus conduit à prendre une phrase quelconque dont je tirais des images en la disloquant un peu comme s'il se fût agi d'en extraire des dessins de Rébus. Prenons un exemple. La chanson « J'ai du bon tabac ». Le premier vers. « J'ai du bon tabac dans ma tabatière, m'a donné jade, tube, onde, aubade, en ma, objet mat, à basse tierce. » On reconnaîtra dans cette dernière phrase tous les éléments du début du conte. Voici un autre exemple de l'application du procédé évolué. Premièrement, Napoléon Ier empereur. Deuxièmement, nappe, olé, ombre, miette, ampe, air, heure. D'où les danseuses espagnoles montées sur la table et l'ombre des miettes visible sur la nappe. Le fameux conte qui sert un petit peu, de façon un peu emblématique, pour qualifier le procédé d'écriture qu'a inventé Roussel, les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard. Le conte commence par ce qu'on pourrait appeler un vers, même s'il compte un peu plus de syllabes, et se termine par la phrase « les lettres du blanc sur les bandes du vieux pillard ». Nous avons là 2 vers qui vont être écartés par Roussel et dont il va essayer de combler la distance par un récit qui rapprochera petit à petit les mots contenus dans chacune de ces 2 phrases ou de ces 2 vers. Mais peut-on réduire, Pierre Bazantet, l'écriture de Roussel et les textes de Roussel à ce procédé ? Parce que ce procédé ferait de son œuvre une sorte de jeu, et pourtant on sent chez lui une nécessité vitale, une nécessité intérieure. Oui, le procédé n'est qu'un effet de surface. Et c'est vrai que dans les études rousseliennes, on était très tôt fasciné par ce procédé, mais qui, comme le dit Michel Foucault, qui cache plus qu'il ne montre. En effet, l'œuvre de Roussel est une œuvre qui implique beaucoup plus que des simples jeux d'écriture. C'est vraiment une œuvre qui relève d'une certaine, on pourrait presque dire, d'une certaine métaphysique, en tout cas, qui porte des enjeux personnel tout à fait évident. Le procédé, en effet, n'est que... D'ailleurs, il n'est pas systématiquement utilisé par Roussel dans toutes ses œuvres, et ce n'est qu'un déclencheur. C'est quelque chose qui autorise le passage à l'écriture, mais qui en aucun cas explique l'écriture et la création de Roussel. Roussel m'avait vu pratiquement naître. Michel Léris. Alors, quand j'étais très petit, évidemment, je croyais que c'était mes parents qui avaient raison dans leur jugement littéraire. Ils aimaient beaucoup Roussel, ils l'aimaient énormément car il était un homme charmant, mais ils considéraient que littérairement il divaguait. Ce n'est que plus tard, une fois adulte, que je me suis mis à aimer beaucoup ça, à cause de l'abondance et la singularité de son imagination, et puis aussi à cause de la façon dont c'est écrit. On peut dire presque sans aucun style. C'est un admirable écrivain. En quelque sorte, il n'est pas un écrivain. Et par ailleurs,
Les histoires que raconte Roussel, ce sont des histoires pour être racontées. Il n'y a absolument aucun message à chercher là-dedans. C'est de l'imagination pure. Son seul but, au fond, c'est d'écrire. Bien joué. Votre vengeance sera impitoyable. Monsieur le Président. Majesté. Vous nous obligeriez grandement, en demandant à votre éminente ingénieur, M. Chenvillot, qui construit si bien les théâtres, de nous édifier ici même une prison. D'abord, Mosem aura la plante des pieds brûlée au fer rouge. Nous lui recopierons dans la chair le faux acte mortuaire de Sirda. Au palais de Tokyo, avec François Piron, commissaire de l'exposition Soleil-Froid, devant le film Impression d'Afrique, réalisé en 1977 par Jean-Christophe Averty. La particularité de l'Afrique de Roussel, c'est une Afrique totalement imaginaire où les Africains sont des amateurs de Shakespeare et parlent comme dans un salon du 16e arrondissement, mais les monstres, ce sont les Blancs. Les monstres, c'est cette troupe de cirque qui, en route vers l'Amérique du Sud sur un bateau, échoue au large des côtes du Pont-Ukele et se retrouve otage du roi Talou VII et qui, s'ennuyant en attendant l'arrivée de leur rançon, décide de monter des sortes de spectacles. L'amputation fut jugée nécessaire. L'Elgwal qu'Averty envisagea la situation avec courage et, ne songeant qu'à en tirer le meilleur parti, pria simplement l'opérateur de lui garder son tibia, dont il comptait faire un usage mystérieux. On agit selon son désir, et certains jours, le pauvre amputé, orné d'une jambe de bois toute neuve, se rendit chez un luthier auquel il remit avec des instructions précises un paquet soigneusement enveloppé. Un mois après, l'Elgwal reçut dans un écrin noir doublé de velours l'os de sa jambe, transformé en flûte étrangement sonore. Le jeune Breton apprit vite le doigté nouveau et commença une carrière lucrative en jouant les airs de son pays dans les cafés-concerts et dans les cirques. Messieurs, n'auriez-vous pas à m'indiquer quelques bons supplices en usage dans vos lointaines? Vous nous prenez un peu de cours, Majesté. En Europe, il n'y a qu'embarras du choix. Monsieur Chenvillot, Vous n'avez pas lui donner des idées. science sans conscience est la pire des perversités. Changez de la mission civilisatrice et colonisatrice de la France. Laissez-moi faire, j'ai mon plan. Silence! Parlez, monsieur l'architecte. Quand Raymond Roussel écrit Impression d'Afrique, évidemment, il n'y a pas mis les pieds. C'est une Afrique totalement intérieure, fantasmée, qui renvoie aussi à l'imaginaire d'une époque. Gracielle Reggiani. Alors il y a plusieurs choses. Et déjà, vous savez, il y a un jeu de mots sans doute, puisque donc Roussel a de l'humour. Donc comme il a toujours publié à compte d'auteur, ce sont aussi des impressions Afrique pour lesquelles il a dû payer assez chèrement. Et l'Afrique, oui, c'est une Afrique imaginaire, mais en même temps, elle n'est pas déliée une nouvelle fois de l'imaginaire de son temps, puisque dans cette Afrique imaginaire, il y a sans doute la mémoire de revues, de spectacles qu'il a pu voir au Châtelet ou ailleurs. Alors maintenant, donc, on se pose la question en termes d'imaginaire colonial. C'est sûr qu'il y a quelque chose de cet ordre. En même temps, c'est très frappant que dans le roman, où on voit très très peu l'Afrique. Il y a très peu d'Afrique dans l'impression d'Afrique. Donc, ce sont les Blancs à ce moment-là qui se donnent en spectacle, donc qui font un spectacle de music-hall, en fait, pour le roi Talou. Alors qu'à Paris, c'était évidemment l'inverse qui se passait. Alors, est-ce qu'il y a là-dedans une intention de la part de Roussel, une manière délibérée d'aller contre des clichés coloniaux? Sans doute pas, mais c'est ce que dit le texte quand même. C'est l'excès qui fait l'incongruité de Roussel. Oui, je crois. Il y a vraiment, il partage un imaginaire commun, un imaginaire colonial. Même ces histoires qui paraissent incroyables dans l'Ocus Solus, des morts qui revivent dans la glacière. À son époque, les gens allaient à la morgue comme ils pouvaient aller au spectacle. Donc tout est vraiment en prise sur la culture de son temps. Et puis tout est poussé jusqu'à une limite où ça verse dans le fantastique. Non, moi j'irais plutôt dans le merveilleux. On se retrouve dans un univers de contes, en fait. Mais l'auteur nous entraîne, Pierre Bazanté, dans des mondes que Janet qualifiait d'extra-humains. C'est un monde extra-humain et en même temps, c'est un monde nourri par des sentiments très humains,
peut-être très noir, sûrement, mais la peur de la mort, la peur de la souffrance, la peur de peut-être même de l'âge adulte, qui est manifeste dans un certain nombre de ces séquences narratives, notamment dans Locus Solus. Pourquoi met-il en scène, au centre de cette œuvre, cette serre froide dans laquelle 8 cadavres vont rejouer perpétuellement l'instant fort de leur existence, comme une sorte de théâtre presque du Grand Guignol, si on veut. Il y a là quelque chose, en effet, à la fois un peu glacial et en même temps très saisissant. Donc on voit aussi ici donc le diamant. C'est le diamant qui occupe tout le chapitre 3 de Locus Solus, un diamant qui est un grand aquarium à l'intérieur duquel évolue la danseuse Faustine, qui est ici représentée par un mannequin. Le chat épilé. Le chat épilé qui va animer la tête de Danton et tout un ensemble de ludions qui sont des scènes comme des sortes d'images d'Épinal, des scènes historiques ou mythologiques, mais toujours comme chez Roussel, un peu travestie ou un peu déviante. On a Voltaire, mais c'est un Voltaire qui est en pleine crise mystique. C'est assez invraisemblable par rapport au personnage. On a Wagner, mais c'est Wagner qui est âgé de 5 mois, qui est un bébé dans les bras de sa mère. Alors c'est sans doute aussi d'ailleurs, c'est ce qui rend le livre assez émouvant, un tombeau à sa mère, puisque sa mère avec laquelle il avait une relation très, très proche, très fusionnelle sans doute, est morte peu avant. Et donc on dit que Roussel avait fait insérer une vitre sur le couvercle du cercueil pour pouvoir la voir jusqu'au dernier moment. Donc il y a comme ça une mort dans une cage de verre, et dans la glacière de Locus Solus, c'est ça, c'est des morts dans une cage de verre, mais grâce aux inventions de Martial Canterel, le vitalium, la résurrectine, alors ils ne ressuscitent pas, mais ils sont animés, ils revivent, donc le moment crucial de leur vie. Donc il y a là de manière très très directe, au fond très très touchante, ce fantasme. Alors il y a un peu de principe de réalité là-dedans aussi. C'est pas ressusciter la mère, mais faire que la mère se lève du cercueil quand même et se remette à bouger. Ça rejoint aussi une sorte de composante du début du XXe siècle. Mais dans le même temps, c'est aussi une autre façon de retrouver un merveilleux. C'est un merveilleux naturel, et c'est aussi sa fascination pour des scientifiques vulgarisateurs, mais des scientifiques qui justement étaient porteurs de cet imaginaire scientifique, comme Camille Flammarion, qui aussi a écrit des romans d'anticipation et des romans de fiction. Alors, serait-ce la mosaïque en dents humaines de Locus Solus, François Piron, qui est devant nous? Absolument. Réalisé extrêmement littéralement par Jacques Carelman, qui est un membre du Collège de Pataphysique, qui à l'époque a déjà réalisé son catalogue des objets introuvables, qui est un livre mais qui est aussi un ensemble d'objets. Et ce que j'aime beaucoup dans la manière que Carelman a d'approcher cette idée, donc de restituer exactement, littéralement, ce que décrit Roussel, c'est-à-dire une sorte de machine aérostat qui s'appelle la Demoiselle, dont la fonction est de constituer une mosaïque en dents, fabriquée avec des milliers de dents humaines qu'elle choisit soigneusement en fonction de leur couleur, de leur forme, pour fabriquer la mosaïque représentant un chevalier de saga nordique étendu au fond d'une caverne. Et Carelman a effectivement utilisé entre 15 et 20 000 dents humaines récupérées auprès d'amis dentistes, certaines fausses, d'autres... mais la plupart sont des vraies dents. Ouais, cette dimension littérale elle est aussi très proche de la perception qu'avait le Collège de Pataphysique de l'œuvre de Roussel, c'est-à-dire qu'il fallait la prendre au premier degré.
Une histoire très roussellienne, Annie Lebrun. En 1989, un trésor apparaît dans l'univers très secret de Raymond Roussel, et un trésor qui va renouveler l'approche que l'on a de l'œuvre de Roussel. Alors il s'agit de malles d'inédits qui avaient été confiés par Roussel à une société de garde-meubles et qui refont surface. À mon avis, je pense que c'est un apport considérable. D'abord parce que tout le monde pensait, et Roussel avait fait en sorte que on se trouve devant son œuvre complète. Donc c'était d'autant plus surprenant que tout d'un coup, on trouve une partie de l'œuvre, et non seulement les manuscrits des œuvres connues comme Locus Solus ou Impressions d'Afrique, mais une masse considérable d'inédits. Et là, ça changeait complètement la donne. Et on se trouvait, ce qui était curieux, c'est que même si c'était très intriguant, mais justement parce que c'était très intriguant, tout se passait comme si on se trouvait dans un roman de Roussel, dans le monde de Roussel, puisque très souvent on s'aperçoit que dans son œuvre, quand il parle d'un chef-d'œuvre, tout d'un coup on s'aperçoit qu'il y a derrière un chef-d'œuvre inconnu, que si on se trouve devant une porte, il y a toujours une autre porte, et qu'il y ait cette sorte de mise en abîme du monde. Et voilà, avec son œuvre, il se passait la même chose. Cet obsédé que fut médicalement Roussel. Michel Foucault. Cet obsédé du langage, de l'identité et du double, a construit un prodigieux labyrinthe de glace où les choses sont prises, reflétées, répétées, esquivées, dédoublées, cachées et montrées par les mots qui sont leurs miroirs. Et dans ce jeu le plus simple, mais doué d'un extraordinaire pouvoir de vertige, la perception méticuleuse du réel et le vagabondage astral de l'imaginaire sont l'un et l'autre indissociablement captifs. Par le jeu de l'identique et de la répétition, du même et du double, le langage est capable de tout cela à la fois. De la simple coquille du mot peut jaillir une déflagration qui, en un seul éclair, nous donne la couleur réelle et modeste des choses et la grande lumière du rêve. Alors, parmi les inédits de Roussel, Annie Lebrun, il y a Les Noces, un roman en vers, et La Scène, un drame, également en vers, alors des milliers d'alexandrins, un flux de digressions et de conversations sans fin. Qui fait que là, on se retrouve dans cette mise en abîme et on s'aperçoit, et ça va être de plus en plus évident à la lecture des inédits, aussi bien pour ce drame bourgeois que pour le roman, que le problème de Roussel n'est pas du tout ce qu'on a pensé, un manque d'imagination. Au contraire. Que c'est le contraire. Et à partir de là, ça change tout, ça bouleverse complètement la perspective. Donc le procédé n'était pas un stimulus pour l'imagination, au contraire, c'était un frein. C'était une façon pour lui de contrôler ce que vous appelez sa violence pulsionnelle. Oui, c'est-à-dire que quand on lit ces deux œuvres, on s'aperçoit que la forme fixe, qui est la forme théâtrale, qui quand même suppose un certain nombre de contraintes, mais que cette forme fixe ne tient pas à ce qui se passe en Roussel. Et pourquoi ça ne tient pas ? Parce qu'on se trouve avec un personnage qui voit tout, qui sent tout. C'est un phénomène d'hypersthésie hallucinant, mais on voit bien aussi comment Roussel, étant donné cette hypersensibilité, cette hypersthésie, dans le fond, il perçoit aussi tout ce qui est dans l'air. Et toutes les problématiques de la représentation, du cadrage, qu'on retrouve aussi bien dans le théâtre, dans le roman, dans la peinture de la fin du 19e siècle, et aussi avec cette fascination pour toutes les formes de spectacle, on le retrouve chez Roussel. La question de la représentation, du cadrage, mais du cadrage très vite débordé de toutes parts. Oui. Et c'est ça aussi, donc c'est ça que montrent les inédits. N'importe quel cadrage, aucun cadrage ne tient. D'où ces crises terribles qu'il a, et c'est ça. Parce que pratiquement, c'est à un moment, moi j'en suis arrivée à dire, je le pense, que la question de la représentation chez Roussel, c'est une question de vie et de mort. Donc c'est une question d'équilibre. S'il ne tient pas ça, il s'écroule psychiquement. La peau se détache. La peau se détache. Déjà, le profil
assez beau. Et déjà le profil assez beau. Tout à l'heure. N'a plus de ligne, ni de forme. Ni de forme. Le sang coulant à flot fait une plaque énorme. Énorme. À laquelle pendant un moment, le chien boit. Ah oui, c'est violent, hein, c'est très violent. C'est la caricature de la suppliciée avec un trop long nez. Un trop long nez. Un menton en galoche. Un menton en galoche. Et des yeux étonnés. Et des yeux étonnés. Pour moi, c'est un passage déterminant. Hein. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est cet épisode dans lequel Roussel fait allusion à un nain qui est portraitiste et qui entreprend de faire le portrait d'une ravissante jeune fille. Et donc tout commence, Roussel explique comment il dessine les traits de la jeune femme, etc. Et puis tout d'un coup, sans qu'on sache vraiment pourquoi, le nain portraitiste arrête de dessiner et commence à lapider la jeune fille, mais au point de lui démolir le portrait, si on peut dire au sens littéral du terme. Et moi, j'ai trouvé ça à la fois d'une violence, d'une cruauté, et d'ailleurs la façon dont Roussel justement décrit la lapidation de façon terrible, c'est quelque chose de stupéfiant. Et on voit là, il m'a semblé voir là quelque chose aussi d'emblématique dans cette affaire, qui serait une évocation du drame que vit Roussel par rapport à la question de la représentation, et même de la beauté conventionnelle, parce qu'il n'y a aucune beauté conventionnelle chez lui. Et cette beauté-là, dans le fond, cette norme, en même temps, il faut aussi la détruire, pas pour la détruire, mais parce qu'elle ne convient pas du tout à la violence de ce qui l'habite. Dans la scène et les noces également, il y avait des personnages tout à fait atypiques par rapport à l'œuvre publiée de Roussel. Oui. Alors il y a la description d'un visage de prostituée, je crois, de façon extrêmement réaliste, cruelle. Alors c'est comme si en effet on regardait ce personnage à la loupe. Il y a la pègre, il y a les crapules. Alors c'est étonnant ça aussi. Alors là aussi, c'était sans doute empris sur une part obscure de la vie de Roussel, puisque d'après sa compagne, ou plutôt sa dame de compagnie, Charlotte Dufresne, ses liaisons étaient avec... elle dit qu'il aurait eu une liaison avec un palefrenier, et elle dit avec des personnes qui n'étaient pas de son milieu. Donc c'était sans doute un goût et des fréquentations que Roussel avait comme homme, mais qui ne sont pas du tout passées dans l'œuvre. Et c'est aussi le seul moment, à ma connaissance, dans son œuvre où il y a une mention de l'homosexualité. Donc Roussel était homosexuel, il n'en parle jamais. Et là, à un moment, alors c'est d'ailleurs un déni, il dit deux messieurs dansant ensemble, c'est horrible. Voilà, sur deux vers. Là, il y a une notation intime, en fait. On le sait, c'est le seul moment de l'œuvre. Donc peut-être que justement, cette œuvre-là était peut-être trop proche de ce qui pouvait être ses goûts de personne. Mais ce refus du corps qui est patent chez Roussel, en même temps, là encore un paradoxe, le dandy, c'est celui qui met en scène son corps. Oui, mais qui du coup le construit. Et dans cet artifice-là, il y a une manière d'échapper aussi à la chair. Et en ce sens, moi, je trouve que Roussel se rapproche assez de Baudelaire aussi, avec son éloge du maquillage, ce genre de choses. On construit le corps pour en faire justement une œuvre d'art. Et c'est une manière de lui échapper, d'échapper à la chair, en tout cas dans ce qu'elle a de mortel. Il y a plusieurs photos de Raymond Roussel. Est-ce que vous pourriez nous le décrire, François Piron ? Il est assez beau, il est très fin, il a un côté un peu poseur, peut-être. C'est un homme très élégant qui, visiblement, aime bien se faire photographier. Il y a beaucoup de portraits dans les archives, un petit peu comme les photos de l'enfance où il est déguisé. Il n'hésite pas véritablement à s'habiller, à poser dans des décors. Quand il est au Pays Basque, il est avec un béret. Quand il va à Berchtesgaden, il pose en mineur.
Il joue beaucoup de la représentation. Les effets du temps le marquent peu. Dans la scène et dans les noces, justement, il y a des éléments que l'on ne retrouve pas dans l'œuvre corsetée, contrôlée et publiée de Roussel, qui est par exemple l'irruption de la sexualité. Oui, oui. Et des personnages, alors qui n'ont rien à voir avec le monde du dandysme et de la mondanité parisienne. Au contraire, même il y a une fascination pour tout ce qui est crapuleux et qui surprend au moins les lecteurs qui avaient Roussel, avec l'œuvre qu'il a donnée. Et justement, avec aussi là un réalisme terrible qui fait qu'on va très loin dans la fange, dans la corruption, dans la prostitution, etc. Ouais. Donc ça veut dire aussi, il voit aussi ça et on voit nous à quel point ça l'a fasciné. C'est vrai, je n'aime que les rouges, tous les rouges du monde. Ainsi peindre des bouches dans lesquelles on commet d'affreux assassinats, afin d'utiliser la gamme des grenats et des carmins, depuis le vin coulant du verre renversé, jusqu'au sang qui se répand par terre et tache le couteau, l'épée ou le stylet. Représenter le mort étendu quand il est encore chaud, et faire entrer dans les fissures du vieux plancher mal joint le sang de ses blessures, pendant que, dans un coin, un homme avec un seau éponge une autre plaque. En voyant mon pinceau d'un rouge étincelant, je me sens fou de joie. Chez Roussel, j'en avais plus que marre, parce que c'était très astreignant. Monsieur Roussel ne voulait pas voir la marque d'un couteau sur un légume taillé. Alors, pour une garniture de potage, il fallait que vous fassiez une grande assiette de légumes, parce qu'il fallait trier un à un les légumes sur lesquels on ne voyait pas trace du couteau. Alors, vous savez, une fois, 2 fois, 10 fois, ça vous amuse. Mais comme tous les jours, vous avez ces choses-là qu'il faut faire et recommencer 10 fois ou 20 fois, mais tout le temps, ça devient lassant. Mais il y avait une forme de pathologie à l'origine de son génie, ou est-ce son génie ? Et ce flux de perception, de sentiments, de passion, ce côté sanguin qui l'anime, est-ce que c'est son génie qui l'a amené à la pathologie ? C'est difficile de dire. Enfin, je ne sais pas, mais récemment, un ami m'a signalé à quoi j'avais pas pensé, et ce qui est très vrai. On est très près de l'autisme. Il y a quelque chose qui est... On est dans ces zones-là. La chance qu'a eu Roussel, c'est-à-dire d'avoir ces moyens considérables qui lui permettaient aussi de pouvoir garder cette distance avec le monde, de ne pas être affronté justement à la réalité. Et du coup, d'arriver à une sorte d'automédication complètement folle. Mais c'est aussi ça, on peut dire ça. Quel conseil donneriez-vous à un jeune lecteur, Jean-Jacques Pauvert, qui aborderait l'œuvre de Roussel aujourd'hui ? Ça dépend du jeune lecteur, bien entendu. Mais d'être très prudent. Je pense que ça peut être extrêmement perturbant. Mais quel est le risque ? Le risque, c'est d'aborder une œuvre totalement perturbée elle-même et dont on n'arrive pas à penser quoi que ce soit. Je conseillerais la prudence. Vous aimez les œuvres perturbantes ? Oui. Oui, en grande partie, parce que une œuvre qui n'est pas perturbante, finalement, ça n'est pas grand-chose. Il devenait de plus en plus solitaire. Et il avait une horreur maladive du téléphone. Philippe Soupeau. Et il y avait une règle. Son valet de chambre avait l'ordre de répondre toujours qu'il était en voyage. Mais il y avait un mot de passe. Ce mot de passe était « Est-il au Dahomey ou au Mozambique ?» Si on répondait ça, il disait « Je vais voir s'il n'est pas revenu », disait le valet de chambre. Et évidemment, de plus en plus solitaire, de plus en plus triste, Roussel a connu une fin tragique. Il s'est donné la mort à Palerme. Et on n'a jamais rien su parce que sa famille a refusé pendant extrêmement longtemps, non seulement qu'on parle de lui, mais qu'on vende
ses ouvrages. Et ce serait ainsi que vous expliqueriez son suicide après les nouvelles impressions d'Afrique, qui est quand même un livre limite. Il est en proie à justement ce chaos intérieur, parce que qu'est-ce qui se passe dans les impressions? Donc c'est une forme illisible. Il faut dire que c'est illisible quand on le lit comme ça. C'est-à-dire que le sens se perd complètement, se délite totalement. Se délite complètement. Alors il y a des tas de moyens de retrouver le sens, mais le sens se délite. Et c'est vrai que pour Roussel, à ce moment-là, le sens se délite, parce que qu'est-ce qu'on voit réapparaître justement sous tout ce système coercitif, c'est tout ce qu'il a fui, puisque c'est essentiel quand même. Il y a beaucoup de notations physiques, de notations, on parle des sécrétions, de tout ce que Roussel a fui, revient là dans le langage pour faire complètement éclater le sens, si on peut dire. Et peu de temps après, Roussel se suicide. Oui, c'est ça. C'est comme si il avait mimé sa disparition. Bon, pour le suicide, on n'en est pas tout à fait sûr. Enfin, étant donné qu'il se droguait beaucoup, ça peut être une overdose ou une overdose provoquée, parce que de toute façon, il était très très malheureux. Il s'était ouvert les veines quelques jours auparavant. Oui. Mais donc c'est cette remontée de la matière dans le langage. Aussi, c'est quelque chose qui ne peut pas maîtriser. Sentier, madame, je prendrai de vos yeux l'étincelle au fond bleu. En terminant cet ouvrage, je reviens sur le sentiment douloureux que j'éprouvais toujours en voyant mes œuvres se heurter à une incompréhension hostile, presque générale. Il ne fallut pas moins de 22 ans pour épuiser la première édition d'Impressions d'Afrique. Je ne connus vraiment la sensation du succès que lorsque je chantais en m'accompagnant au piano, et surtout par de nombreuses imitations que je faisais d'acteurs ou de personnes quelconques. Mais là, du moins, le succès était énorme et unanime. Et je me réfugie, faute de mieux, dans l'espoir que j'aurais peut-être un peu d'épanouissement posthume à l'endroit de mes livres. C'est curieux d'ailleurs comme expression, à l'endroit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que le procédé sera révélé, du coup on aura l'endroit des livres, il pourra avoir ces gloires dont il a tant rêvé, et en fait il a cet épanouissement, mais très peu dans le domaine littéraire, en fait beaucoup plus dans le domaine artistique. Il y a des musiciens, il y a plein de machines folles chez Roussel et des machines musicales. Donc en fait il a organisé de manière posthume une chasse au trésor finalement pour ses lecteurs. Donc il a organisé une ouverture, une absence de conclusion. Raymond Roussel par Françoise Estèbe et Jean-Claude Loiseau, avec Pierre Bazanté, Patrick Beignet, Annie Lebrun, Jean-Jacques Pauvert, François Piron, Christelle Reggiani. Et les voix de Michel Foucault, André Breton, François Karadec, Salvador Dali, André Guillot, Michel Léris, Philippe Soupeau. Pourquoi faut-il lire Roussel ? Je sais pas, il faut pas lire Roussel. Mais si on a la chance de lire Roussel et si on se sent emporté par cette aventure-là, alors oui, ça vaut la peine. Oui. Texte lu par Jean-Louis Jacopin. Attaché d'émission Laurence Genepin. Enregistrement et mixage Laurent Groux, Manuel Couturier, Alain Joubert. C'était Une vie, une œuvre, Raymond Roussel, 1877-1933. Merci à Françoise Estèbe et Jean-Claude Loiseau pour cette émission que vous pouvez télécharger, vous le savez, sur notre site ou en vous abonnant au podcast. Sachez également, mais vous le savez, que nous sommes présents sur les réseaux sociaux et que vous pouvez nous y rejoindre, ça nous fera plaisir. La semaine prochaine, nous vous proposerons de réentendre une émission sur Kalsoum.